Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Marie-Celle Rodriguez-Banco, bonjour. Bonjour. Je suis donc sociologue, maîtresse de conférences de sociologie à l'Institut catholique de Paris. Tu t'es spécialisée notamment en sociologie de l'action publique. Tu travailles sur le monde du travail et la thèse que tu as réalisée à l'EHESS a porté notamment sur le rôle des associations de chômeurs dans la lutte contre la pauvreté. C'est des thématiques sur lesquelles on aura sans doute l'occasion de revenir peut-être plus tard dans des prochaines vidéos. Puisque la pauvreté, c'est quand même une thématique qui est quand même relativement importante en Argentine depuis plus d'une dizaine d'années. En janvier 2024, l'Université catholique argentine avait noté que le seuil de pauvreté avait progressé à 57,4%, ce qui est malheureusement jamais vu jusqu'ici en Argentine. Et on constate à l'Observatoire de l'Amérique latine de la Fondation, mais un peu ailleurs, qu'on ne parle que très peu en ce moment de la politique argentine intérieure. On parle beaucoup de l'élection de Javier Milei. On parle aussi beaucoup de ses amitiés avec les différents responsables d'extrême droite, de sa présence au sommet de Vox l'année passée, de ses amitiés avec Elon Musk, Donald Trump, Cast, Abascal, Meloni également. Et au niveau national, les analyses, en tout cas les analyses françaises, se portent beaucoup majoritairement sur son projet économique, sur la thérapie de choc qu'il inflige à l'Argentine et sur sa capacité donc à canaliser, à tempérer l'inflation nationale. Et pourtant, le projet politique de Javier Milei, le projet libertarien conservateur sur les valeurs, c'est un projet qui ne concerne pas seulement l'économie, bien sûr, mais qui menace un ensemble très important des droits sociaux, puisqu'il vise à limiter drastiquement les dépenses publiques. Et les Argentins, a priori, sortent énormément dans la rue quand même cette dernière année. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur la menace que représente le gouvernement de Javier Milei, La Liberté Avance, son parti pour les droits des femmes. Au bout d'un peu plus d'une année de mandat, que s'est-il passé et que risque encore-t-il de se passer? Alors, une première question, un peu pour faire office de bilan, à quoi ressemble justement ce bilan de la gouvernance de Milei au bout d'une année sur les droits des femmes et des minorités de genre? Alors merci pour l'invitation déjà d'abord et merci pour les questions. Je crois qu'il faut dire tout d'abord que l'arrivée des Milei au pouvoir en décembre 2023 s'est située dans un contexte qui était déjà assez critique pour les personnes notamment en situation de vulnérabilité, les personnes pauvres, les classes populaires et en particulier les femmes, puisqu'il faut dire que il y a parmi les personnes pauvres donc une bonne majorité des femmes. Et dans cette situation qui était celle à l'arrivée au pouvoir, avec une hausse de l'inflation, enfin la situation des crises économiques qu'on connaissait, Milei a ajouté, comme tu disais, un programme d'austérité, en fait, des coupes budgétaires très importantes. Donc la première chose en matière des droits des femmes, qui affecte particulièrement les droits des femmes et des minorités sexuelles en Argentine, ça concernait la coupe budgétaire au niveau des ministères, je dirais plus largement que les droits des femmes, des ministères qui concernaient les droits sociaux, les droits éducatifs, la culture, l'éducation, tout ce qui est politique sociale, économique et culturelle. C'est ces politiques-là qui ont été principalement affectées. En revanche, on a vu qu'il a augmenté les budgets d'autres ministères, en fait, ce qui coïncide pas forcément, en tout cas c'est incohérent avec sa politique des coupes budgétaires, d'austérité, et son discours finalement qui était donc déficit zéro, on s'en souvient, puisque il faut ressortir l'Argentine de la situation des crises économiques dans laquelle elle était. Donc plus précisément, la première chose qu'il a faite, c'est commencer le nombre de ministères de l'État, qui était de 18 à 19, si on considère le chef des cabinets, à peine 8 ministères. Donc ça veut dire que le ministère de la Culture a disparu, le ministère du Travail a disparu, le ministère de la Sécurité sociale, le ministère de l'Éducation, le ministère des Femmes et des minorités, qui était un ministère, un projet en fait en tout cas très intéressant derrière des politiques publiques en fait pour les droits des femmes, les droits des minorités sexuelles
et aussi en fait les droits des femmes filles, c'est-à-dire des enfants filles, et ces ministères donc elles étaient réduits au statut des secrétariats. Donc ça c'était une première demande, une première revendication des associations féministes, associations des femmes en Argentine mais aussi à l'international, dont on peut parler plus tard, et c'est que ces ministères ils n'existent plus. Donc ça a mis en question, enfin ça a mis carrément en risque, ça a mis en péril toute une série des politiques et des programmes destinés non seulement à contrer, enfin à lutter contre les violences faites aux femmes, comme c'est en Argentine, les violences faites aux femmes c'est un phénomène très important, le phénomène de féminicide. Donc ces politiques étaient destinées à lutter contre ces violences faites aux femmes, et aussi c'était des politiques destinées à prévenir. Donc il y avait tout un volet très important, très intéressant, éducatif et de prévention en fait de ces politiques qui ont tout simplement été mis en péril par les coupes budgétaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de budget, par exemple, pour que les numéros de téléphone en fait auxquels ces femmes pouvaient appeler en Argentine en situation des détresses, en situation des risques de leur vie pouvaient fonctionner normalement. Et par exemple, mais il y a tout un tas de programmes qui ont été démantelés. Alors démantelés par les coupes budgétaires, mais aussi démantelés par un nombre très important de licenciements. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes licenciées en Argentine, aussi bien dans les publics que dans les privés, plus dans les privés d'ailleurs, dans les entreprises privées que dans les publics. Et dans les publics, ça concerne parmi d'autres les ministères des femmes, de la culture, du travail, de la sécurité sociale. Donc beaucoup des fonctionnaires en fait qui travaillent dans ces ministères, pas forcément avec des contrats des titulaires justement, mais avec des contrats qui étaient des CDD renouvelés toutes les années, donc dans des conditions qui n'étaient pas forcément qui étaient plutôt précaires, mais c'était un personnel nécessaire en fait pour justement mettre en place ces politiques-là. Donc démantèlement, réduction de ces ministères, démantèlement de ces politiques, réduction budgétaire très très importante de budget alloué à ces ministères. Parallèlement, augmentation par exemple du budget du secrétariat à la présidence, mais aussi du ministère de la Défense, tous les volets qu'on peut appeler la main droite de l'État, c'est vu plutôt renforcé, tandis que le volet qu'on appelle traditionnellement la main gauche de l'État, au contraire, touché. Il faut dire aussi que derrière ces politiques d'austérité, il y a aussi quelque chose que je voulais souligner, c'est une conception en fait des droits et qui est assez particulière, c'est-à-dire que du point de vue du président de son entourage, les droits sont en réalité, les droits sociaux sont en réalité des privilèges. Donc, selon lui, à l'idée que où il y a un besoin, il y a un droit, c'était un peu le paradigme péroniste, historiquement, ce que le péronisme avait apporté à l'état social en Argentine, qui ensuite a été transformé aussi en politiques qui ont tendu à l'amplification des droits et pas justement à la limitation des droits, notamment dans les années 2000. Lui, il répond à cela en disant que en fait, les droits sociaux sont des privilèges et que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, c'est de leur faute. C'est de leur responsabilité individuelle. Bon, ça, c'est un discours aussi qui n'est pas nouveau en Argentine. Il faut dire qu'il est assez connu, malheureusement. On avait entendu déjà ces discours, et c'était un discours assez ancré, en fait, dans les années 90, notamment, on s'en souvient dans les cadres des politiques ménémistes, dans les cadres du ménémisme, en fait, à partir de la fin des années 90, surtout quand on a eu une explosion de la pauvreté, et notamment du chômage, et à la suite d'une série de politiques des parités, économiquement c'était la parité entre un dollar et un peso, mais parallèlement il y a eu des politiques de privatisation des entreprises publiques, des politiques de dérégulation des marchés, des politiques de libéralisation de l'économie, un peu similaires à celles que Milei a mis en place de façon beaucoup plus brutale pour Milei. Donc à cette époque, on parlait déjà aussi de la question des droits, d'une certaine manière, comme des privilèges, et de l'idée que finalement les personnes qui avaient été affectées par la mise en place du néolibéralisme, des politiques néolibérales en Argentine, qui ne datent pas d'ailleurs des années 90, on sait que ça vient plutôt des dictatures militaires et de gouvernements
pendant la dictature militaire, et notamment la fin des années 70, un peu avant, notamment l'arrivée de la dictature militaire avec les ministres de l'économie Martínez et Oz. Donc ça vient plutôt de cette époque-là. Et ces politiques-là qui ont mis en question en fait l'idée que l'État devait intervenir pour notamment protéger les personnes vulnérables. Donc c'est cette idée-là qui est profondément remise en cause par les gouvernements des Milei. En Argentine, l'idée que les droits sociaux sont des privilèges, que les personnes vulnérables doivent subvenir à leurs besoins toutes seules. Donc au fond, ce qu'on est en train de nier derrière, c'est l'idée qu'il existe des inégalités sociales, socio-économiques qui sont pas produites par les personnes elles-mêmes, enfin, qui sont pas les individus qui sont les responsables ultimes de ces inégalités, mais plutôt qui sont produites par la société et par les institutions au sein desquelles ces individus vivent, se développent. Donc c'est cette idée-là qui est au fond remise en question par les politiques à la fois d'austérité et les coupes budgétaires drastiques. Donc les conséquences de ces politiques, en termes, je me demandais pour les bilans de cette année, sont dramatiques, puisque donc ça affecte les populations ça affecte les femmes, les droits des femmes, en sachant que en Argentine par exemple, je voyais les chiffres de fin 2024, on compte 318 victimes des violences de genre. C'est-à-dire que c'est des délits, des violences, des crimes commis en raison du fait qu'on est des femmes. Et c'est pour cette raison-là que dans les cadres de différentes lois en fait qu'on été mise en place en Argentine, et en particulier la loi dite sur l'identité des genres, en fait, la loi 26 743, et d'autres lois. Enfin, je peux citer par exemple depuis 2006, depuis les années 2000, on a la loi aussi 26 150 du 24 octobre 2006, qui est la loi d'éducation sexuelle intégrale, donc qui permettait de prévenir, d'éduquer déjà au niveau scolaire, au niveau du lycée, d'éduquer en fait la population d'étudiants, d'élèves, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, à cohabiter, à la mixité, à se respecter, à respecter leur corps, à connaître leur corps, etc. Bon. Cette loi qui paraissait quand même très importante, qui a produit des effets quand même très positifs en Argentine, était aussi remise en question. Et puis le résultat, les chiffres qu'on voit, quand on voit qu'une femme est morte en fait d'un féminicide toutes les 27 heures en Argentine, donc c'est une situation dramatique. La décision des Milei donc de fermer ces ministères, de leur envoyer au stade de secrétariat, et puis de limiter la possibilité de tous ces programmes en fait finalement d'être mis en place, des programmes à la fois de prévention mais aussi des luttes concrètes contre ces violences. Ça entraîne directement une hausse en fait de ces violences, et puis la possibilité aussi, la possibilité pour pas mal des personnes de la société de continuer à commettre en fait ces actes, ces crimes, voire toutes sortes de discriminations en fait, et toutes sortes d'attitudes machistes, sans aucun respect de la loi et sans aucune protection pour les victimes en fait. Donc ça relâche, si tu veux, ça relâche d'une certaine manière les normes en matière de respect, notamment de la diversité sexuelle, qui avait été plutôt bien acceptée par la société argentine jusque-là, puisqu'on a vu que même s'il y a des secteurs qui refusent, notamment Milei, dans ses discours, il était très clair, des discours très stigmatisants de la communauté féministe et aussi de la communauté lesbienne, des LGBTI+. C'est un discours très 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 stigmatisant, disons que c'est des distorsions de l'égalité. Finalement derrière cette idée-là, il y aurait une distorsion de l'égalité. Ça, c'était son discours à Davos, dans le forum économique de Davos l'année dernière. Donc, en mettant en question finalement l'idée aussi que ces personnes puissent avoir des droits et donc puissent être protégées quand elles sont en situation de vulnérabilité de ces droits. Et par exemple, l'un des droits très importants là, où il a été question en matière des droits des femmes, c'était la possibilité d'accéder à la santé, une protection en matière de santé. Donc ces lois-là étaient d'ailleurs des lois d'avant-garde. L'Argentine était le premier pays à mettre en place une loi sur l'identité des genres, par exemple. Et c'est une loi qui permettait, qui habilitait, en tout cas qui donnait des droits à ces personnes-là pour qu'ils puissent vivre en accord entre leur identité en fait auto-perçue
comme on dit en espagnol, enfin, c'était l'identité des gens tels que ces personnes la perçoivent elles-mêmes, et leur propre corps, et qu'elles puissent avoir accès, comme toutes les autres personnes, en fait, comme tous les autres citoyens et citoyennes, à une protection en matière des santé, notamment des santé physiques, mais aussi des santé mentale. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a été remis en question. Seulement, il y a, par exemple, il y a une discussion à l'Assemblée, hier avant-hier, à l'Assemblée législative de la ville de Buenos Aires, notamment au sujet des implications du décret des Milei, qui cherchait le décret 62 de cette année, qui visait justement à modifier cette loi de l'identité des genres. Donc les associations féministes et des femmes et des LGBTI et de toutes les minorités sexuelles en Argentine ont revendiqué le fait que ça représentait un net recul en matière de droits. Et donc globalement, pour finir, le bilan de la gouvernance des Milei en matière des droits des femmes et des minorités peut se résumer de cette façon comme un non-respect en fait de tout un tas d'avancées législatives en matière de régulation des droits, voilà, qui coïncide d'ailleurs avec des tendances mondiales qu'on a en matière de droits. Et malheureusement, sa critique coïncide aussi avec une tendance mondiale qu'on commence à avoir dans certains pays, notamment aux États-Unis, en matière de recul des droits. Et alors des droits sociaux, je veux dire socio-économiques et culturels, enfin ça va bien au-delà de la régulation en fait des demandes des minorités. Oui. C'est un travail très complet. C'est un travail, oui, c'est surtout dans la définition en fait des droits qu'il faut comprendre que quand on parle des droits sociaux, c'est les droits notamment à l'accès à tout un tas de protections et qui sont justement celles qui ont été touchées par les politiques d'austérité notamment et de fermeture des ministères et des licenciements des militaires. Tout à fait. Tu parlais justement de la réaction des associations féministes, LGBT et des organismes de la société civile. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement? Quelles sont les réactions d'une part de la population argentine, oui, donc en termes éventuellement de mobilisation sociale, et quelles sont les réactions aussi d'un corps plus organisé, activiste, militant, qui représente ces droits? Il y a plusieurs réactions. Alors la société argentine, c'est une société très très mobilisée. On l'a vu ces dernières années. Il y a eu des mobilisations très importantes dès l'arrivée des Milei au pouvoir, comme pour d'autres gouvernements. Ce sont des associations qui estiment, qui peuvent se mobiliser puisque ça existe la liberté d'expression et donc la possibilité de revendiquer sur l'espace public. Et donc ça a été jusque-là très précis. Et du coup, c'est un droit notamment qui est très précis. Parce qu'on a une histoire aussi de dictature militaire qui nous a privé en tout cas ces pays pendant des années d'exercer ces droits-là. Et donc dans les années 80 par exemple, depuis les années 80, la société argentine ne cesse de se mobiliser, de s'engager politiquement, de créer de nouvelles associations et les secteurs notamment des associations qui défendent les droits des femmes et des minorités. Et c'est un secteur très actif parce qu'il y a eu plusieurs marqueurs, plusieurs moments en fait dans l'histoire de ces associations qui viennent de loin, parce que l'association féministe des femmes en Argentine sont très anciennes. Et je ne vais pas refaire l'historique forcément de ces associations, mais pour répondre à ta question, il y a eu donc des manifestations directement de rejet, par exemple si on parle de discours des Milei à Davos, de rejet de ces discours-là, de la part de plusieurs associations féministes. Pourquoi? Parce que elles estimaient que c'était un discours discriminatoire des minorités, discriminatoire vis-à-vis des femmes en fait. Milei a dit que les féminicides étaient une sorte de privilège, une sorte des discours en fait qui portaient atteinte à la notion d'égalité, puisque ça supposait que le féminicide c'était que les hommes, exact, le terme féminicide, la figure en fait du féminicide juridique qui est une figure acceptée par la loi argentine, et puisque il estimait en fait que cette loi-là donnait plus de la valeur aux femmes qu'aux hommes, alors que justement l'idée c'était plutôt d'acter le fait qu'il s'agit d'un crime particulier qui est différent d'autres formes de crimes. Et donc les associations
les associations féministes, mais plus largement, enfin toute la communauté LGBTI, toutes les associations qui sont très nombreuses en fait, qui défendent les droits des minorités sexuelles, sont sorties justement pour revendiquer le fait que c'était un discours, des propos de la part de du président, de celui qui occupe la fonction présidentielle, qu'elle jugeait discriminatoire, qu'elle jugeait un discours qui allait contre tout un tas d'avancées législatives, enfin des lois qui ont été déjà votées par le Parlement argentin, c'est-à-dire par les représentants des citoyens et citoyennes, et donc de ces points de vue-là, elle s'estimait que ces types de discours, ces types d'actions supposaient en fait des reculs en matière des droits. Et puis elle critiquait aussi l'attitude répressive. Le gouvernement Milei avait depuis le début une série de mesures et aussi une série de politiques en fait répressives vis-à-vis des expressions dans la rue, par exemple, des manifestations, des mouvements, des mobilisations sociales. Donc ces associations jouent aussi un rôle très important pour défendre les droits aux personnes à se manifester. Jusqu'à il y a peu, mercredi dernier, il y a eu une répression de retraités, en fait, devant le palais du Congrès, donc la place des deux congrès en Argentine, et tous les mercredis, il y a les mêmes manifestations des retraités en Argentine, qui sont parmi les personnes les plus affectées par les politiques de Milei, et continuent à avoir cette politique de répression physique de ces manifestations, qui pourtant respectaient un cadre en soi assez restrictif et assez répressif ces fameux protocoles de l'ordre qui avaient été mis en place la semaine même d'arrivée de Milei au pouvoir par sa ministre Patricia Bullrich, et qui est un protocole qui limite les mobilisations, les manifestations dans la façon les limite spatialement. Les limite spatialement et les empêche par exemple d'occuper la rue, et donc les limite à devoir manifester sur les places publiques, encadrées par notamment des forces policières et de la gendarmerie, ce qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps. Et donc, des forces policières et de la gendarmerie ont plusieurs centaines de personnes, alors que ceux qui militaient étaient à peine une cinquantaine, une petite centaine de personnes. Donc, très disproportionné par rapport à une manifestation qui était plutôt pacifique. Pour rebondir sur la question des associations, donc des féministes, des femmes, plus largement, il y a beaucoup d'associations aussi des femmes qui travaillent dans les quartiers populaires et qui pointaient, par exemple, ça a été amené même à la Commission interaméricaine pour les droits humains, la CIDH. Et il y a eu plusieurs audiences l'année dernière de la CIDH où la commission a appelé le président Milei à répondre en fait à un certain nombre des demandes, des plaintes, des revendications des associations civiles, donc sur ces sujets-là. Et les associations, par exemple, des femmes, pas seulement, mais qui travaillent dans les quartiers populaires auprès des populations très vulnérables, qui ont vivent particulièrement dans les quotidiens les violences produites, surtout les violences intrafamiliales produites envers les femmes et envers les enfants, en fait, de ces familles-là. Elle pointait justement ces discours discriminatoires, elle pointait le fait que ces associations sont démunies et qu'il y a eu des effets très nocifs aussi dans ces quartiers populaires qui sont par ailleurs touchés par les politiques d'austérité et les politiques des Milei qui ont été destinés à priver en fait ces quartiers populaires et surtout les cantines populaires, enfin les comedores, comme on les appelle en espagnol, les cantines populaires, des aliments qui étaient censés leur arriver, en fait, sans lesquels ils ne peuvent pas fonctionner, ils ne peuvent pas remplir leur rôle, qui est un rôle étatique, enfin un service d'une certaine manière étatique, même si ce sont des associations privées, mais c'est vraiment un rôle central qu'elles jouent dans ces quartiers. Donc sans ces aliments, elles ne pouvaient pas se maintenir. Et ces associations qui luttent pour les droits des femmes, c'était une autre des audiences auprès de la Commission interaméricaine pour les droits humains. Et justement, on pointait le fait que dans les quartiers populaires, c'est là où on vit les plus d'impunité, enfin finalement, où les femmes ont le plus du mal à déclarer ou à dénoncer ces violences, le plus du mal aussi à s'en extirper, en fait, à pouvoir trouver. Exactement, sont les plus dépendantes justement des associations et des institutions qui sont au plus près de ces populations, en fait, des associations locales qui travaillent dans la proximité.
Donc, en fait, en matière de réaction de la population, il y a eu plusieurs manifestations très importantes. Il y a une association aussi entre les associations civiles et les syndicats en Argentine qui est très importante, très intéressante, qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des alliances entre les syndicats, la CGT qui est le syndicat principal, hein, la centrale, la Confédération générale des travailleurs, mais aussi la CTA, donc la centrale des travailleurs argentins, qui est une organisation qui est née dans les années 90, qui a pendant très longtemps incarné un petit peu la lutte contre les politiques néolibérales. Et cette centrale joue un rôle vraiment très important. Elle est divisée en deux sous-centrales, enfin deux CTA. Et les trois gros syndicats ont organisé plusieurs grèves, ont organisé des grèves générales et plusieurs mobilisations qui ont été très suivies en fait. Ce sont des organisations vraiment massives, et ça c'est quelque chose plutôt qui montre en fait qu'en tout cas il y a une population argentine, une partie de la société qui est vulnérabilisée, enfin qui est pas particulièrement affectée par ces politiques, mais qui estiment aussi qu'il est dans leur devoir et dans leur rôle de se manifester et de continuer à réclamer, à revendiquer. Dans les institutions, quand ça c'est possible, et parallèlement également dans la rue, en exerçant leur droit à la libre expression, ce qui est aussi un droit qui a été remis en question en fait par le président Milei, qui estimait que ces associations n'avaient pas les droits de s'exprimer en fait, de s'exprimer dans la rue. Voilà. Après, il y a, je voulais dire aussi, il y a tout un tas d'associations, d'organisations qui se sont consolidées aussi en partie suite au débat notamment au débat qui a concerné l'IVE, donc l'interruption volontaire de la grossesse en Argentine, qui était un débat qui venait depuis plusieurs décennies et qui s'est soldé par une approbation de cette loi en 2018-2019, en fait, à partir de 2019. Et donc, à l'époque, il y a eu beaucoup de manifestations aussi des associations plutôt qui s'estiment ou qui se définissent elles-mêmes comme étant pro-vie, et donc qui ont défendu, dans les cadres de tout un tas de débats au Parlement, mais aussi dans la rue par des manifestations qui étaient assez actives, enfin des associations très actives en tout cas, qui sont beaucoup manifestés et qui étaient contre cette loi, qui ont continué à se manifester contre cette loi, et qui seraient probablement pour le fait de revenir sur la loi, la loi qui a fait était l'un des objectifs, c'était, selon le discours, les textes de cette même loi, c'était de protéger les personnes qui sont dans une situation de devoir interrompre leur grossesse. Donc ça c'est très partagé par contre dans la société argentine. Tu m'as demandé pour les associations et les mobilisations. Donc il faut dire qu'en matière des droits des femmes et des minorités sexuelles, il y a une bonne partie de la société argentine qui est mobilisée en faveur de ces droits et pour une amplification des droits, un peu dans la ligne de travail qui a été fait dans les cadres des gouvernements kirchneristes. Et puis une autre partie de la société qui est plutôt au contraire très critique en fait de cette amplification des droits, et qui se mobilise aussi, aussi beaucoup, qui se mobilise aussi un peu, il faut le dire, c'est des associations qui ont beaucoup appris à se mobiliser aussi en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de répertoires en fait d'actions qu'elles commencent à intégrer aussi, et une partie de ces associations sont très présentes parmi les votants de Milei. Alors les votants de Milei sont divisés aussi par cette question notamment des droits à l'IVE, sont assez divisés. Les femmes aussi sont assez divisées, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se disent féministes en fait, qui ont voté pour Milei et qui sont plutôt contre cette loi et contre l'IVE et contre les droits des minorités aussi, comme Milei, suivre la position de Milei, et la position surtout de sa vice-présidente en fait, qui était elle plus celle qui incarnait les plus en fait cette lutte pour la vie, enfin voilà, dans les associations pro-vie. Donc ce que je voudrais dire, c'est que il faut les voir comme un champ en fait, les champs associatifs en Argentine, il faut les voir comme un champ où il y a des polarités, et il y a donc comme il y a des discours d'un côté, il y a des discours de l'autre aussi qui ont les droits aussi à
à se manifester dans l'espace public, et ils le font. Et donc des discours vraiment assez je veux dire assez violents, hein, des deux côtés, contre le recul en matière des droits que ces associations voient plutôt comme des politiques qui sont justifiées par Milei. Donc je veux pas non plus faire une amalgame. C'est-à-dire que c'est des associations qui sont assez complexes aussi, en fait, qu'il faut étudier en détail, qui sont parfois des discours elles-mêmes partagés. Il y a beaucoup de débats dans ces associations, mais globalement, les associations pro-vie, donc ils sont pour les deux vies. Enfin, c'est une association qui se positionne plutôt contre cette loi. Donc, ces mobilisations viennent de loin, et maintenant, pendant cette année-là, on a vu qu'elle commençait, reprenait la mobilisation. Et puis, une dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une espèce de revival des assemblées aussi, donc tout un mouvement d'assemblées, c'est-à-dire d'organisations d'assemblées, enfin des quartiers qui s'organisaient dans les quartiers à la suite, pendant et à la suite de la crise économique, politique, de la représentation qu'on a vécue en 2001, décembre 2001. À l'époque, on avait vu ces mouvements d'assemblée s'est développé à une vitesse assez importante toute l'année 2002, en fait, jusqu'en 2003. Et puis après, ça s'est soufflé un petit peu, mais ça montre aussi le fait que les mouvements sociaux, il faut les comprendre comme ils disparaissent pas, c'est-à-dire que ils sont une veille, en fait, voilà, d'une certaine façon, ils restent donc à travailler sur différents sujets, différentes revendications, des façons non visibles. Donc on croit qu'ils sont plus là, mais en réalité oui. Enfin, la plupart des chercheurs à l'époque, il y a une réémergence des répertoires de mobilisation. Il y a une réémergence de ces répertoires de l'Assemblée, et une réémergence très importante là cette année, depuis justement l'arrivée des Milei au pouvoir en décembre 2023 et toute l'année 2024. On a vu ces quartiers se réorganiser autour des assemblées, surtout à la capitale, à la ville de Buenos Aires, mais aussi dans la banlieue des conurbano bonaerense, et aussi dans d'autres villes du pays. Donc ça montre aussi quelque chose qui ramène, en fait, ou rappelle un petit peu les climats de mobilisation qui étaient celui de décembre 2001. Et qui est, ces moments-là, de mon point de vue, ça a permis à certains mouvements de se radicaliser, aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs. Donc c'est un mouvement qui a montré une radicalisation des mouvements sociaux, mais aussi une réactivation, une activation des nouveaux mouvements sociaux. Donc ces assemblées aussi sont très actives contre les politiques d'austérité, du coup. Là maintenant, avec une particularité, c'est qu'elles sont intégrées, alors que c'était pas forcément le cas à l'époque, même s'il y avait en décembre 2001, il y avait une partie des mouvements qui disaient piqueteros et cacerolas, la lucha es una sola, la lutte est une seule lutte. Ça voulait dire, en fait, les cacerolas, c'est-à-dire cacerolas, c'était les casseroles, enfin, le symbole des personnes dans la ville, quand ils sont sortis avec leurs casseroles en répudiant, en fait, les mesures prises à l'époque par le président de la Rúa. Et puis face à ça, on avait les piqueteros. Les piqueteros, c'était ceux qui coupaient, qui barraient les routes dans tout le pays, y compris à Buenos Aires, la vallée de Buenos Aires, et qui étaient plutôt des associations de lutte contre le chômage et pour le travail, et essentiellement composées des personnes précaires, des classes populaires, des différents coins, différentes régions du pays. Donc à l'époque, ils s'étaient assez fragmentés, assez séparés, en fait, ces deux luttes, d'une certaine manière. Et les profils sociaux. Exactement, des profils sociologiques assez différents, et finalement des luttes qui n'ont pas réussi à communiquer. Il y a eu des expériments quand même, des expériences de communication. On fait des travails ensemble entre les deux luttes. Mais là, ce qu'on voit au sein de ces assemblées qui reprennent, en fait, en tout cas, et recommencent à s'organiser, c'est que elles sont plutôt intégrées des personnes venant de classes populaires. Il y a un travail dans les quartiers populaires qui s'est fait de façon à justement apprendre, en fait, en tout cas, des questions qu'on leur a été reprochées aussi il y a plusieurs années, en décembre 2001. Donc ça, c'est intéressant en termes d'apprentissage aussi des luttes pour certains milieux. Merci pour cette réponse très complète. Tu parlais de la CIDH il y a quelques instants. Il y a des réactions ou un activisme particulier de la part des organismes internationaux comme la CDH, comme
l'Organisation des États américains? Oui, complètement. Déjà, il y a eu ces audiences que j'ai mentionnées l'année dernière. Il y a tout un travail qui est fait par les associations en lien avec la CIDH, un travail voilà des longues haleines. C'est un travail difficile aussi. En tout cas, ils sont organisés ces audiences. Donc plus, enfin, il y a eu, je crois, que trois, il me semble, qui portaient à la fois sur les politiques en fait des Milei en matière des droits des femmes et des minorités sexuelles, porté aussi également sur tout ce qui est l'économie populaire, et notamment avec cette revendication au sujet de la coupe en fait des aliments. Et des subventions, enfin plus largement, des subventions aux régions, aux provinces, qui étaient aussi, c'est partie aussi de la politique d'austérité des Milei. Disons que tous les secteurs en fait qui ont été affectés par ces politiques-là, c'est-à-dire tous les ministères qui assuraient les politiques éducatives, culturelles, des droits, etc. Maintenant sont passés sous la juridiction des localités en fait, des municipalités. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de subsides, plus de financement de l'État national pour ces politiques-là. Et donc ça entraîne des effets assez importants. Et donc la CIDH, pour revenir à cela, donc ces audiences a évidemment pointé le fait que ces politiques étaient des politiques aussi de prévention des violences des genres en Argentine, et Milei a dû répondre face à ces commissions sur plusieurs volets en fait de ces politiques, et aussi sur les volets répressifs bien sûr, puisque les politiques vraiment très contraignantes en matière de mobilisation posent des questions pour les organisations des droits humains en Argentine, et aussi pour les organisations qui défendent les droits à se mobiliser. Elle pose beaucoup de questions. La répression aussi qui a été effectuée par la police ou par la gendarmerie en fait à des personnes qui étaient considérés comme étant dans des situations plutôt de manifestations pacifiques en fait, ont été aussi pointés au sein de ces commissions. Ça a été aussi par exemple la répression à des journalistes depuis le début de son mandat, c'était aussi pointé. Le fait qu'il a sa politique répressive affecte directement, la répression affectait directement lors des mobilisations ces personnes qui se mobilisent, mais il affecte aussi plus largement les associations lorsque elles essayent de continuer à jouer leur rôle associatif. J'insiste sur ces faits. Le rôle des associations, peu importe d'où elles viennent en fait, mais des associations est un rôle majeur dans une démocratie. Donc c'est vraiment c'est un rôle très important qu'il faut pouvoir garantir, qu'il faut pouvoir assurer. Milei a fermé aussi l'agence Telam en fait. Donc tout ça c'est un cadre assez important des contraintes vis-à-vis de ces associations, vis-à-vis du travail des journalistes, vis-à-vis des manifestants. Et ces associations, notamment, on a entendu aussi plusieurs discours de Milei. Dans la plupart de ces discours, il s'adresse aussi quand il parle des associations, il parle dans des termes très discriminatoires en fait, comme en méprisant le travail des associations. On se demande, pour quelles raisons, mais aussi un discours homophobe, un discours négationniste, comme je disais, de cette figure du féminicide. Donc c'est ça qui a été surtout porté. Et puis aussi toute la question des politiques de la mémoire. Alors Milei a dit, et ça a été repris, il dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas forcément aligné dans la même ligne idéologique qu'est sa vice-présidente, Victoria Vichamey. Sa vice-présidente, elle est à la tête d'une association en fait, qui lutte pour revendiquer les violences dans ce qu'elle appelle violences des terroristes commises contre les militaires. Donc elle est allée visiter ces militaires qui sont en prison depuis la dictature, depuis la démocratie, depuis les procès, plusieurs fois. Et elle a maintenu des discours aussi négationnistes, de ce qui s'est passé pendant la dictature, en tout cas visant à faire reconnaître une forme de violence que selon ces associations n'était pas reconnue, la violence des organisations armées.
Et dans ces cadres-là, en estimant et en catégorisant tous les acteurs qui défendent la mémoire comme des acteurs terroristes, en fait, des acteurs qui cherchaient à promouvoir la violence. Et donc ces politiques ont été soulignées, signalées par les associations des droits humains en fait en Argentine, des défenses des droits humains, mais aussi plus largement toutes les associations qui luttent pour la mémoire, pour que ça soit restitué la mémoire, la vérité, la justice, et surtout pour la non-répétition des crimes commis par le terrorisme d'État, parce que c'était ça dont il était question. Bon, je dis rien de nouveau, tout ça c'est des choses assez. Mais donc ça s'est passé l'année dernière, c'était ces trois audiences. Donc la CIDH, et plus largement l'OEA et les organismes internationaux, l'Argentine vraiment regarde vraiment très attentivement ce qui se passe en Argentine. Et puis aussi parce que le président Milei a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de respecter l'agenda 2030, donc imposé c'est un agenda accordé en fait, on va dire, par plusieurs puissances et internationalement plusieurs acteurs qui sont impliqués en fait dans cet agenda. Et il estime en fait que c'est un programme plutôt socialiste, donc il revient sur cette idée que tous les projets ou les programmes étatiques en fait qui ont un objectif très simple de protéger les populations, ce sont des programmes socialistes que donc il faut éliminer, il faut arrêter de reproduire ces programmes. En matière de santé, c'était un peu la même chose. Ouais. Un retrait du multilatéralisme tout à fait, plus général même. Exactement. Oui. Tout à fait. Ça pose des questions aussi en matière de droits, des droits sociaux, des droits à l'accès à la santé. Puisqu'au fond, il y a énormément d'inégalités en matière d'accès à la santé. Et s'il n'y a pas un État qui protège ces populations qui sont des faits dans des situations très vulnérables, ce qu'on aura, c'est plus de pauvreté, plus de personnes qui ne peuvent non seulement pas avoir un travail décent, digne, mais pas se soigner non plus. Donc ça veut dire plus de morts, ça veut dire une augmentation de la mort. Et finalement, lui, il a eu aussi, le président Milei, un discours assez controversé, assez critiqué par les associations dans la matière, parce qu'il avait dit il voyait pas que, en critiquant les effets négatifs de ces politiques d'austérité, en disant que finalement il n'y a pas, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il avait dit, mais en tout cas les mots exacts autour du fait qu'il n'y avait pas énormément de pauvres, ou que les pauvres ils savaient pas se soigner eux-mêmes, ou mourir s'ils ne pouvaient pas se soigner eux-mêmes. Je veux dire, c'était ça, et puis il continuait dans son discours surtout à chaque fois qu'il y a une possibilité de privatiser quelque chose, on va les privatiser, sans se demander avant si ces choses-là, c'est-à-dire cette protection était plutôt efficace, efficiente, ce qui était le cas, et par ailleurs avec très peu de budget. On ne parle pas des ministres qui apportaient beaucoup aux dépenses sociales, pas du tout. On parle des ministères et des secrétariats qui étaient pas non plus très gourmands, on va dire, en matière des budgets. Tout à fait. Voilà. Tu parlais tout à l'heure justement de la répression, oui, de l'activisme du ministère de la Sécurité de Patricia Bullrich. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce qu'on peut parler justement de répression au bout d'un an du gouvernement de Javier Milei? Et oui, alors quand on parle de répression dans la presse, et on parle des associations en fait, en tout cas qui luttent contre la répression et pour la liberté de manifester, quand elles parlent de la répression, elles parlent effectivement des actions violentes des forces de l'ordre qui sont censées respecter l'ordre et surtout protéger en fait les citoyens et citoyennes qui manifestent pour qu'ils puissent manifester. Donc il y a comme elles revendiquent un retournement en fait du droit à manifester et qui s'estime qui est considéré comme étant moins important que les droits à la libre circulation. Alors ça c'est un vieux débat.
un vieux débat, je me rappelle déjà des débats similaires sur les droits à manifester, les droits à la libre expression versus, dans un versus qui est assez critiquable par ailleurs, versus les droits à circuler. Comment? C'est pas vraiment opposable. Tout à fait. Les droits à circuler. Donc déjà à l'époque, les analystes participaient à ces débats-là. C'était un débat dans les années 90, et notamment au sujet du barrage des routes. En fait, c'est ces barrages-là qui avaient occasionné le fait de couper, évidemment avec une action des manifestations qui s'imposait, couper les routes nationales, couper les routes provinciales, couper les rues, et en revendication, du travail. C'était des personnes qui avaient depuis plusieurs années avaient perdu leur emploi, suite notamment à un processus de privatisation d'entreprises qui ne s'étaient pas, qui ont été tout simplement fermées sans s'inquiéter en fait de la sorte de personnes qu'elles employaient, pour les synthétiser. Mais donc à cette époque-là, il y avait tout un débat entre ces droits-là, et là ça reprend en fait ce même débat où il y a des personnes qui estiment qu'il faut qu'elles puissent circuler, et qu'il va y avoir par exemple, beaucoup des chaînes de télévision mettent en avant des reportages des conducteurs des taxis ou des conducteurs tout simplement, ou des conductrices des voitures qui peuvent pas passer à cause de la manifestation, et qui donc vont arriver tard au travail, en opposant le fait de ceux qui travaillent versus ceux qui manifestent, qui n'ont rien à faire, qui sont feignants et qui veulent surtout pas travailler, veulent juste déranger les personnes qui sont, elles, sérieuses et qui travaillent. Donc dans cette espèce des duals, moralisants, qui cherchent à victimiser les bons travailleurs versus les mauvais ou les méchants militants. Bon, il est clair qu'il y a ni des bons travailleurs ni des méchants militants. En fait, c'est pas en termes des bons et des mauvais que ça se passe. Il y a plutôt deux droits qui sont inscrits dans la Constitution nationale, et c'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a un droit à la libre expression, un droit à manifester, qui est un droit. Donc, quand on dit que c'est un droit inscrit dans la Constitution, ça veut dire que personne peut déroger ces droits. Il faut que ces droits soient respectés, et ça veut dire que c'est pas respecté par les individus seulement, c'est qu'il y a un garant. Et ces garants, c'est l'État. C'est l'État qui doit être garant du respect de la loi. De la loi aussi à la libre circulation, bien sûr. C'est-à-dire que si demain il y a quelque chose qui se passe et personne peut bouger, il y a un droit qui régule, qui encadre cela en tout cas, et qui cherche des alternatives, des droits secondaires. C'est ce qui s'est passé aussi dans les années 90 au sujet des barrages. Il y avait la police et une gendarmerie qui ont réprimé énormément ces travailleurs en estimant que ils ne savaient pas les droits d'être là et de manifester. Alors pacifiquement, parfois c'était jugé être très violent, puisqu'il y avait des pneus qui étaient allumés, des pneus qui étaient allumés avec du feu pour justement faire barrage. Donc, bref. Toute une question au sujet aussi de la violence, des différentes formes de violence en fait qu'on peut trouver au sein des manifestations. Alors la question elle est plus complexe que ça, c'est-à-dire que dans les cadres du gouvernement de Milei, il y a donc une police qui met en place, il y a des protocoles de l'ordre qu'il a mis en place à l'arrivée au pouvoir par sa ministre, et ces protocoles, les acteurs en tout cas qui manifestent estiment l'avoir respecté justement. Par exemple, il était question là, cette semaine, récemment, où avec les protestations des retraités, il était question c'était une mobilisation d'une centaine de personnes, en fait, qui avaient occupé donc la place de Congrès, et qui estimaient qu'elles pouvaient se déplacer vers la rue quand il y avait les feux. Donc en fait, elle s'est déplacée pendant le feu, et puis après elle revenait. Mais ça, c'était pas imposé par eux. Enfin, en tout cas, les personnes qui étaient responsables de cette manifestation avaient disaient qu'avaient négocié avec leurs responsables de l'ordre, en fait, du maintien de l'ordre lors de cette manifestation, le fait de pouvoir faire cela. Et après, ils sont estimés se trouver un peu piégés, puisqu'il y a eu donc des actes de répression de la police qui qui estimait qu'ils ne pouvaient pas faire ça en fait, qui n'étaient pas dans les cadres du protocole de l'ordre. Et puis de répression plus largement des journalistes, depuis il y a eu plusieurs revendications en fait des journalistes depuis le début du mandat des Milei, depuis la première grande manifestation en fait en janvier 2024, on se rappelle, très suivi, donc où plusieurs journalistes avaient été agressés. Donc le gouvernement
a donné en fait l'indication qu'il fallait que ces personnes qui étaient en train de travailler, il fallait qu'elles se signalent elles-mêmes avec un chassu par exemple, avec quelque chose qu'elles se signalent pour ne pas être confondues avec les manifestants. Ce qu'elles ont fait en fait dans ces dernières manifestations par exemple, on a vu les journalistes travailler, un journaliste travailler, mais quand même ils se sont vus pris à part et agressés. Donc tout cela, ce sont des choses qui interrogent. Puisque les manifestations doivent pouvoir se poursuivre, en fait, c'est des personnes qui ont légitimement les droits de manifester, et de manifester dans les calmes, dans l'ordre, de façon pacifique, on est d'accord. Et donc les forces de la police sont là pour maintenir l'ordre, mais ça veut dire protéger les personnes qui manifestent aussi, en fait. Donc c'est ce qu'on se demande, c'est pourquoi protéger certains citoyens plutôt que d'autres, puisque moralement on les juge comme étant meilleurs. Voilà. C'est un vieux débat. Et pas seulement argentin. Non, tout à fait, oui. Pour revenir un peu, c'est vrai qu'on a tendance à parler justement plus amplement de droits sociaux et donc de mobilisation sociale et sortir un peu de la thématique des droits des femmes, mais parce qu'elle fait partie de justement cette thématique des droits sociaux beaucoup plus ample, comme on disait. Donc pour recentrer un petit peu sur cette question du droit à l'avortement, donc à partir d'un projet de loi de 2018-2019 qui a été légalisé en 2020, est-ce que Milei peut faire reculer justement ce droit à l'avortement? Alors, face à cette question, il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, il est vrai que c'était un peu la même question qu'on s'est posée à l'arrivée de Milei au pouvoir par rapport à d'autres lois et d'autres droits. Et donc à l'époque, on s'était dit non, il ne peut pas faire tout cela. Pourquoi? De façon très simple, il est minoritaire à l'Assemblée. Et pour revenir sur des lois passées, en fait, il y a juste une voie, c'est une voie parlementaire, puisqu'on est dans un pays qui est une démocratie représentative parlementaire, donc il y a un parlement et qui est censé revoir donc revoir des éléments, des principes, rediscuter, enfin animer les débats et puis décider. Et c'est le Parlement qui décide. Or, ce qu'on a vu depuis l'arrivée des Milei au pouvoir, c'est réactiver un principe qui était aussi utilisé en fait par d'autres présidents avant, et notamment que ce soit de droite ou de gauche, donc a été utilisé par Alberto Fernandez, par Cristina Fernandez aussi beaucoup, par Kirchner, par Menem, par De La Rue, enfin par plusieurs présidents, donc en démocratie, et qui est un droit et ce qui est inscrit dans la Constitution de ces présidents dans une situation considérée juridiquement comme une situation d'urgence à gouverner par décret, c'est-à-dire à décider par décret. Donc c'est les fameux décrets de nécessité et d'urgence. Ces DNU lui ont permis en fait au président Milei de mettre en place un certain nombre de remaniements en fait des plus de 200 lois qui avaient été déjà votées. Quand on dit voter par le Parlement, alors une votation, c'est quelque chose de très complexe, puisque c'est des sessions ordinaires au sein du Parlement, c'est plusieurs jours de sessions où on vote. Et cette loi-là, en Argentine, enfin, les lois qui sont les plus controversées, sont des lois qui ont été présentées à plusieurs reprises, et c'est le cas pour cette loi-là d'ailleurs. Elle avait été présentée à plusieurs reprises, elle avait été rejetée en fait au Sénat, et là, le Sénat, en 2019, en fait, il a validé. Donc, à la question de savoir si Milei peut aller contre cette loi-là, j'ai envie de dire, comme pour d'autres lois, ça va dépendre justement de comment il va opérer. En fait, il va continuer d'opérer au sein du Parlement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi, malgré sa minorité en fait parlementaire, aussi bien dans la Chambre des députés que dans le Sénat, il a réussi quand même à négocier avec les sénateurs les sénateurs qui étaient pas dans l'opposition, enfin les sénateurs du parti des Macri, enfin de la proposition républicaine, du PRO, de ces partis-là, mais aussi des sénateurs et des députés radicaux, donc de l'Union civique radicale, qui est aussi un soutien, enfin qui aussi a soutenu, et continue de soutenir les politiques de Milei. Donc il a réussi à négocier avec eux pour que ces décrets puissent passer. Et ces lois qu'il a proposées, c'est un paquet de la fameuse loi base qu'il avait proposé, c'est un paquet énorme des lois pour qu'elles puissent passer. Alors certes, elle est pas, enfin c'est un paquet démesuré des lois. Il faut faire une idée, c'est-à-dire 400 articles. Bon, c'est vrai qu'elle a été diminuée de la moitié, mais ce qu'il est resté quand même, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est un changement, mais vraiment brutal en matière de législation.
Et il a déjà par ailleurs estimé, il a déjà eu plusieurs discours à l'encontre non seulement des droits des femmes et des minorités sexuelles, mais en particulier de ces droits-là. Donc, je veux dire, il peut proposer de le faire. Après, tout va dépendre justement de ces jeux de négociation en fait au sein du Parlement, et aussi va dépendre beaucoup de ce qui se passe avec les mobilisations, parce que les mobilisations peuvent aussi mettre de la pression en fait sur, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, mettre de la pression sur les législateurs pour que il y ait certaines lois, cette loi qui passe. Mais là, ce qu'on a vu par rapport à ces décrets, par rapport à ces derniers événements qu'on vit en Argentine maintenant, une situation de crise politique assez importante, et on a vu qu'il y a des sénateurs qui sont radicaux, par exemple, qui sont capables de proposer une loi ou un amendement, et puis de voter contre cela, en fait. Donc les pressions sont très importantes de la part du gouvernement de Milei au sein du Parlement. Et donc je suis mitigée face à cette à cette question. Il est très difficile, on n'a pas la boule de cristal, donc il est très difficile de savoir. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est d'analyser cela en fonction de ce qui s'est déjà passé en fait, dans ces passés proches, qui est cette période de gouvernement, et puis dans les passés plus lointains en fait. C'est-à-dire que on sait que c'est une loi très controversée, on sait que la société argentine est divisée par rapport à ces aspects-là, on sait qu'il y a des pressions de tous les côtés. Et voilà. Mais à la fois, c'est une loi. Et donc, pour aller contre une loi, en fait, il faut quand même, continuer à gouverner par décret comme il le fait, et en mettant en question justement le fait que c'est un pays démocratique où il y a un parlement qui devrait pouvoir jouer son rôle des parlements, en fait. Donc, à chaque fois qu'un gouvernement des gauches comme des droites gouverne par décret, d'une certaine manière, il est temps de passer outre justement le parlement, donc outre et les droits des citoyens et citoyennes. Merci beaucoup.